Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. L'actrice Hend Sabri, soyez la bienvenue. Vous êtes à l'affiche du film Noura Rêve, c'est signé de la réalisatrice Hind Boujedma. Le film sera présenté au JCC, des Journées cinématographiques de Carthage, du 26 octobre au 2 novembre. Sorti en France le 13 novembre, le 27 novembre en Tunisie et le 16 janvier en Belgique. Avec nous également l'écrivaine Joumana Anad, bienvenue à vous. Votre roman est en lice pour le prix roman étranger en France dans la première sélection. Le roman s'appelle Le Livre des Reines, c'est aux éditions Jacqueline Chambon. À vos côtés, la chanteuse Amel Zen, bienvenue également. Votre clip Jamila a déjà été vu plus de 400 000 fois, presque en tout cas, sur YouTube. Vous serez en concert le 25 octobre au Centre Paris Amine Victor Jolès pour présenter votre nouvel album qui s'appelle Hi Kantarin Joussour, j'ai bien prononcé. C'est en berbère. Avant de vous donner la parole à toutes les trois, connexion le Maroc. Et on commence avec une image. Après 1 mois et demi de détention, Hajar Raïsouni a été libérée mercredi soir, tout sourire avec ses proches, avec son fiancé et son gynécologue. Elle a été graciée par le roi Mohamed VI. Elle avait été condamnée récemment à 1 an de prison ferme pour relations sexuelles hors mariage, avortement également. 3 semaines après la publication du manifeste des 490 sort la loi pour demander la dépénalisation de l'adultère, de l'avortement ou des relations sexuelles hors mariage. La mobilisation continue en attendant une éventuelle révision du code pénal concernant ces interventions volontaires de grossesse. On va voir comment les femmes concernées par cette actualité le vivent. Moninov a voulu savoir, voici son reportage. Leïla vient d'accoucher de son second enfant. 30 ans, mariée, sans problème financier. Jusqu'ici, tout va bien. À un secret près. Un avortement illégal il y a 10 ans. Une grossesse inattendue qu'elle a eu les moyens d'interrompre dans une clinique privée. Aurait-elle pu garder l'enfant ? Peut-être. Mais à l'époque, elle était célibataire, donc déjà sous le coup de la loi. Au Maroc, pas de relations sexuelles hors mariage. Donc il aurait fallu que je me marie très très vite. Parce qu'entre le moment où on accouche et où on va faire la reconnaissance de l'enfant, si le mariage était après la fécondation, il y a des problèmes. Donc j'ai des amis, soit qui ont glissé un petit billet, soit qui ont fait des reconnaissances de paternité plus tard. Beaucoup plus tard, car ces procédures peuvent durer des années, comme l'a vécu Ali, parent d'un enfant né hors mariage. Avant de pouvoir régulariser sa situation, impossible de vivre avec sa compagne et son nouveau-né. Il est l'un des rares pères à témoigner sur le sujet. Il nous a fallu 2 ans pour avoir le droit de se marier. Et je ne suis pas le seul. Il y a des milliers de familles qui vivent la même situation que nous. Voilà pourquoi des couples, même fiancés, même prêts à devenir parents, mais déjà hors la loi, choisissent l'avortement illégal et dangereux. Car même en cabinet médical, l'opération doit être rapide avec le moins de témoins possible. Fatima n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins d'un second enfant. Sitôt avortée, elle se retrouve alitée, seule, chez elle. S'il m'était arrivé quelque chose, je n'aurais jamais pu aller à l'hôpital, parce que c'est interdit par la loi. Je n'aurais jamais pu, jamais. Sérieusement, je ne sais pas ce que j'aurais fait, parce que dans cette situation, la solution, c'est la mort. Un projet de loi dépénalisant l'avortement en cas notamment de viol ou d'inceste est en attente au Sénat, bloqué depuis 3 ans. Pour ce gynécologue militant depuis plus de 10 ans, la solution est déjà dans le code pénal avec l'article 453. Cet article est le seul qui ne punit pas l'avortement. Il dit « L'avortement n'est pas puni lorsque la vie ou la santé de la femme sont mises en jeu. » Donc, moi, je milite non pas pour l'avortement, je milite essentiellement pour la santé de la femme. Je ne veux pas voir des citoyennes mourir par des avortements mal faits, mourir par des crimes d'honneur. Il évoque encore le suicide, les infanticides, mais il le sait. Le récent procès d'Hajar Raïsouni condamnant cette femme, son fiancé et son médecin à de la prison ferme paralyse désormais un Maroc plus inquiet. Déjà, moins de médecins seraient prêts à opérer. Plus de femmes démunies reprendraient les vieux remèdes, plus dangereux, sans aucune sécurité médicale. Hend Sabri, peut-être une réaction. La Tunisie est l'un des rares, voire le seul pays arabe où l'avortement n'est pas pénalisé. Il n'est pas illégal, il est légal.
C'est un acquis de la femme tunisienne parce que j'estime que c'est salutaire d'abord à la santé publique et ensuite, voilà, c'est un pays où nous, femmes, avons des droits que nous défendons farouchement, dont le droit à l'avortement. Ouais. Joumana Haddad, une réaction à cette affaire? Alors moi je trouve abject que des hommes en politique et des normes religieuses très patriarcales décident pour moi ce que je peux ou ne pas faire avec mon corps. Je trouve ça inacceptable. Amel Zen. Je partage l'avis de Joumana. Ceci dit, en Algérie, c'est toujours illégal l'avortement. Et justement, nous devrions justement passer au cap des libertés individuelles et liberté de son corps. La femme, nos corps nous appartiennent. Donc oui, c'est un grand débat. Ça prendra du temps, mais ça viendra. Ça prendra du temps. On parlera tout à l'heure avec le film Noura Rêve de l'adultère, un autre tabou en ce moment en Tunisie avec ce film. Joumana Haddad, d'abord l'actualité. Le Liban s'embrase à nouveau, mouvement de contestation sociale, grève générale ce vendredi, manifestation notamment au Sérail, visiblement aussi dans la soirée de ce vendredi près du palais présidentiel, la colère gronde. Pourquoi ce ras-le-bol ? Je l'attendais depuis longtemps. Il a tardé, ce ras-le-bol. Tout d'abord, évidemment, toute cette corruption insolente qui s'étale devant nous, la complète indifférence indécente même, pas seulement complète, d'une classe politique qui n'écoute pas, qui n'est pas à l'écoute des gens. Et puis tout ce confessionnalisme qui nous ronge comme un cancer. Et donc la crise économique a été comme un déclencheur, mais c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. J'aimerais vous montrer une image. Regardez, c'est très court. Écoutez, c'est en arabe. Voilà le slogan « Sha'ab yurid srat anedam », le peuple veut la chute du régime. Il y a eu des mouvements de contestation au Liban. Cette fois, ça revient avec insistance. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un point de non-retour ? J'ose le croire, l'espérer et le croire, parce que je crois qu'au Liban en particulier, on ne peut plus aller en arrière. On a déjà atteint le fond de l'abîme et il faut maintenant apprendre à remonter cet abîme. Et ce n'est qu'en annulant ce système confessionnel, en passant à la laïcité, à la justice sociale, à l'égalité. Les femmes sont celles qui sont le plus en avant dans ces manifestations parce qu'elles n'en peuvent plus, elles aussi, de l'injustice qui règle leur vie, leurs affaires. Hend Sabri, vous, ce slogan « Le peuple veut la chute du régime », on en est loin. La Tunisie vient d'élire démocratiquement pour la deuxième fois de son histoire son président de la République. Un mot sur l'état de la transition, justement, en Tunisie ? Mais c'est une transition tout à fait pacifique, saine. On apprend, c'est l'apprentissage de la démocratie, de la liberté d'expression. Donc on se chamaille entre amis, entre compatriotes. C'était des élections, comme vous les avez couvertes, qui étaient quand même assez, enfin, dans une situation un peu compliquée. Ouais. Mais après, voilà, c'est un apprentissage. Je disais à Joumana tout à l'heure, oui, après 2 révolutions arabes en Tunisie et en Égypte que j'ai vécues personnellement, on commence à devenir sceptique, pas sceptique, mais en tout cas plus prudent. Ouais. Toujours plus prudent. Et comme je lui ai dit, il y a un peuple et il y a une population. Et l'instant révolutionnaire, c'est toujours un peuple. Et après, la population se redivise. Et c'est ce qu'on apprend maintenant en Tunisie. Et voilà. Et c'est beau l'apprentissage aussi. Mais je souhaite en tout cas le meilleur au Liban et aux Libanais que j'aime tant. Amel Zen, quasiment le 40e vendredi de manifestation en Algérie. 35e. Oui, les Algériennes et les Algériens nous disent souvent que la Tunisie, pour eux, est un modèle. C'est un pays voisin. Comment vivez-vous ces événements historiques en Algérie ? On sait que vous avez notamment participé à une chanson
d'artistes au début du mouvement pour saluer justement le courage des Algériennes et des Algériens. C'était au début des manifestations pour revendiquer notre mécontentement au 5e mandat et au départ de Bouteflika. C'était le collectif Libérer l'Algérie avec plus d'une quarantaine d'artistes mobilisés pour cela. Ceci dit, le mouvement a continué d'être sur le terrain. Les manifestations sont là, la mobilisation aussi. On est à notre 35e vendredi. Les slogans sont clairs, c'est la revendication du départ total du système pour faire une réelle transition démocratique et populaire. Et je pense que nous continuerons jusqu'à l'établissement de cet état de droit revendiqué et attendu depuis si longtemps. Voilà pour l'Algérie, on y reviendra tout à l'heure avec vous. Joumana Haddad, on parlera de votre roman, mais d'abord le cinéma avec vous, donc Ensabri. Vous êtes à l'affiche de Noura Rêve. Alors c'est l'histoire d'une femme qui va tomber amoureuse d'un homme. Le problème, c'est que ce n'est pas son mari, puisque son mari, lui, Jamel, est emprisonné. Il s'apprête à sortir, mais il y a une procédure de divorce qui est engagée. On va voir comment cette femme vit ces événements à travers notamment cet extrait. Regardez. شنو اسمك؟ نورا قرقول. سلام. هذوما القضايا متاع جمالي طلبتهم علينا مدام كلثوم. يا وخرر ما حبس هذا. سرقة زتلة تحيل شو قعدك معاه؟ سامحني اختي تعينت الجلسه؟ 4 أيام اخرين. قد ايه اليوم في الشهر؟ اليوم 5 في الشهر. راجلك في باله؟ لا ما في بالوش راجلي، خاطر الاستدعاء مشى للادريسه القديمه. كلثوم المحامي يعرفوا كل شيء راه. باهي سامحني تنجموا تخلينا وحدنا؟ يا اخي يعرف ولادك؟ شكون؟ هو. هاي يعرف ولادي، عليه فما مشكلة؟ ما فما حتى مشكلة، أما ما يلزمش تمرمد ولادك على خاطر راجل. شنو تقصد؟ ما نقصد حتى شيء، أما كي يطلع يتمنيك عليك عادي بك في وقايت. أي شنو معناه؟ معناه يرقد معايا ويطيشني؟ مش قاعدة نعمل في حاجة غالطة أنا. هو الصغار. شبيهم صغاري؟ شو مشكلتك انت يا اخي؟ شبيها هذه؟ انا ما عندي حتى مشكله، جوست نخمم في ولادك. ما تخممش في ولادي، انا نخمم فيهم ولادي، خمم في روحك يا عايشه. نظن اللي كلثوم قتلك اللي فما 5 سنين حبس للزو. هاي نعرف، فما حاجه اخرى؟ ليه؟ اما انا ما عادش نجمو نعاونوك في الكلام. Voilà, Ensabri, on a choisi cet extrait parce qu'on voit comment Noura doit faire face à la fois, bien entendu, à son destin. Il y a les enfants, mais il y a aussi l'administration, la justice, la police dans le film. Comment vit-elle cette situation ? Ben, c'est une situation où la femme, finalement, elle décide pour elle. Normalement, elle devrait décider pour elle. Ses choix de vie, ses responsabilités, elle devrait les assumer. Mais dans des sociétés patriarcales où la société, quand même, est une deuxième loi, c'est-à-dire qu'il y a le système légal plus le système, justement, communautaire, qui est une loi, qui est parfois même plus tranchant et moins indulgent que les lois, la femme, son destin est décidé par des hommes, par un comité, comme une espèce de collectif d'hommes entre la famille, les hommes de la famille, entre le mari et entre parfois justement la police et la corruption parfois de la police et de la justice. Et on voit ça dans le film aussi. Ouais. 5 ans de prison en cas d'adultère en Tunisie ? 5 ans de prison, oui. La loi... C'est une loi qui n'est pas très appliquée. C'est une loi qui tombe en désuétude, mais elle est là, elle existe et elle peut être appliquée à n'importe quel moment pour l'homme comme pour la femme d'ailleurs. Ouais. En France, ce n'est plus le cas au pénal depuis 1975. En Espagne, 1980, il me semble. On ne vous connaissait pas dans ce registre, dans ce rôle. Comment avez-vous endossé justement ce rôle de Noura ? Mais justement, j'accompagne mon pays avec les changements radicaux qui sont en train de se passer dans la société tunisienne. Et comme j'ai commencé dans le cinéma tunisien, dans une autre Tunisie, la Tunisie d'avant, maintenant la Tunisie a beaucoup changé. C'est pas du tout un jugement de valeur. Elle a changé en bien et en mal et en tout. Et moi, j'accompagne mon pays. Je suis tunisienne. Je le revendique toujours. Je revendique cette tunisianité. C'est un film très moderne. C'est un film qui parle de la classe prolétaire, qu'on ne voyait pas d'ailleurs au cinéma, d'une classe qui s'appauvrit, qui se paupérise, qui en même temps
parfois se radicalise, mais aussi parfois tombe dans un désespoir profond. Et d'ailleurs, on le voit avec les élections, que la Tunisie maintenant voilà, est divisée entre mais il y a l'amour aussi parties. dans la classe populaire. Il y a l'amour, mais justement, Noura rêve. Est-ce que l'amour est un rêve ou est-ce qu'il est possible avec justement toute cette pression sociale et cette pression économique, socio-économique qu'on vit de plus en plus dans le pays? On verra. Mais ce film voilà, va apporter des débats, je pense, en Tunisie. Les gens vont parler, justement, même si on n'est pas tous d'accord. Et c'est la beauté de ne pas être tous d'accord. Ça changera peut-être pas la loi, et d'ailleurs on ne revendique pas en tant que cinéaste de changer des lois ou de vouloir changer des lois, mais ça peut faire parler les gens. Mais on a le sentiment, Anne Sabri, qu'il y a eu beaucoup de sujets abordés depuis la révolution tunisienne, mais que ce sujet finalement de l'adultère, il est peut-être encore plus tabou que l'avortement, même s'il est légal en Tunisie, que d'autres sujets aussi, en fait, que l'homosexualité, est-ce vrai? Parce qu'en fait, il y a la culpabilisation encore plus forte de tromper au sens même moral. Oui, je pense que c'est une... Et dans toutes les sociétés, d'ailleurs. Dans toutes les sociétés. Je pense que c'est un problème universel. L'adultère n'est pas du tout vu. Il y a deux poids, deux mesures, quoi. Un homme qui trompe, c'est à la limite normal. Une femme qui trompe, ça ébranle les fondements d'une société patriarcale. Et je pense que ça a beaucoup à voir aussi avec, justement, la femme doit être la gardienne du temple. Elle doit être toujours dans la continuité. Nous ne faisons pas l'apologie de l'adultère. C'est pas du tout le but ni le propos du film, ni du fait que j'ai fait ce film. On a fait ce film justement pour aider un peu à initier un débat sur les deux poids, deux mesures qu'il y a entre traiter un homme et traiter une femme, et surtout dans une histoire très privée qui ne concerne finalement que 3 personnes, qui ne l'emballement en fait, aussi, que ça prend dans une société. Qui ne menace pas l'ordre public. Joumana Haddad, vous parliez des femmes et vous continuez de parler des femmes à travers votre roman très puissant. C'est l'histoire de Kaya, l'arménienne, Kana, la palestinienne, Kadar, la libanaise et Kamar, la syrienne. 4 générations qui sont prises dans les tourments des conflits. Pourquoi est-ce que vous avez voulu rendre hommage à ces femmes ? La première raison est très personnelle, c'est que ma grand-mère maternelle était arménienne et lorsqu'elle s'est suicidée, j'avais 7 ans. Et c'est à ce moment-là, je pense, que l'idée de ce roman est née. Il n'est pas seulement un hommage à elle, mais à plein d'autres femmes qui subissent les guerres, qui sont décidées, faites et racontées par des hommes, et où les femmes sont toujours perdantes, même quand elles font partie du groupe qui a gagné ou du pays qui a gagné. Et donc, je voulais tout d'abord raconter l'histoire de ma grand-mère et j'ai porté longtemps cette histoire avec moi. Je n'étais pas prête avant, tellement la souffrance était forte et je voulais éviter de tomber dans le pathétique en racontant. Il y avait beaucoup de colère en moi. Et c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que vous ne sombrez pas dans le pathos. Alors, il s'agit du génocide arménien, du conflit israélo-palestinien et aussi de la guerre civile fratricide au Liban, que moi j'ai vécu. Entre chrétiens et musulmans, et entre chrétiens eux-mêmes et musulmans eux-mêmes d'ailleurs, on a tendance à l'oublier. Il est question aussi de la Syrie. Ces femmes, vous dites, qui ont payé, qui payent ou paieront le prix d'être nées au sein de territoires, de religions et de communautés qu'elles n'ont pas choisis. Oui, on reçoit des cartes. D'ailleurs, chacune de ces 4 femmes est symbolisée par une reine du jeu de cartes. Parce que dès mon enfance, je me rappelle quand on allait dans les abris pour nous protéger des bombardements de la guerre, les gens jouaient aux cartes et ça m'embêtait toujours le fait que les rois soient plus forts que les reines. Et donc, l'image de ces 4 reines est restée imprimée dans ma mémoire. Et lorsque j'ai voulu raconter ces 4 femmes d'une même lignée, j'ai tout de suite pensé aux 4 reines, aussi parce que à notre naissance, on nous distribue quelque chose, je ne sais pas quoi, le hasard nous distribue des cartes qu'on n'a pas choisies. Et souvent, les cartes sont mauvaises. Il y en a qui sont bonnes, plus ou moins, mais souvent, les cartes sont mauvaises. Mais malgré les cartes mauvaises que ces 4 femmes ont reçues, elles ont quand même persévéré. Elles ont eu beaucoup de résilience, beaucoup d'amour et beaucoup de force. Ça, c'est le dénominateur commun, la puissance et la résilience. Oui, parce qu'elles se sont toujours relevées, malgré tous les coups qu'elles ont reçus. Et c'est pour moi nécessaire. Je n'aurais jamais
jamais pu créer un personnage féminin qui est complètement abandonné à son sort, sans cette volonté de se relever toujours. Vous disiez à 7 ans, votre grand-mère d'origine maternelle se suicide, 7 ans, et vous dites à ce moment-là, j'ai décidé d'écrire ce roman, donc vous avez commencé à avoir le goût de l'écriture très tôt, à 10, 11, 12 ans. Exactement. Qu'est-ce que vous apporte l'écriture, de se détacher un peu du poids des origines, de l'identité et des conflits? Non du tout, c'est au contraire le fait de foncer encore plus profondément. Pour moi, tout d'abord, ce qui m'a sauvé la vie, littéralement, ce furent mes lectures. C'est-à-dire, j'ai commencé à lire très tôt, et beaucoup, parce que les livres me permettaient de vivre toutes les vies, au pluriel, que ma réalité assez dure, qu'elle soit la guerre ou bien même notre famille, à l'intérieur de notre famille, ne me permettait pas de vivre. Et puis ensuite, lorsque j'ai commencé à écrire à 11 ans, ça a toujours été très féroce. C'est-à-dire, c'est une confrontation avec moi-même et non pas une fuite vers un monde différent ou libérateur. Amel Zen, on va maintenant parler avec vous de musique et de votre nouvel album. Et d'abord, sans plus attendre, on écoute un extrait de votre clip qui cartonne sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Jamila. Voilà, Jamila, l'héroïne de tout le monde aujourd'hui, je crois, dans les romans, dans les films, et donc avec vous en musique. Très rock, hein? Très rock, oui, très rock, très métal. J'ai voulu justement confectionner cet univers obscur pour justement montrer ce que nous sommes en train de combattre aujourd'hui, cet obscurantisme et cette obscurité. Et nous voulons justement nous détacher de nos chaînes et nous libérer pour justement aller vers une liberté majeure, une démocratie réelle et aussi pour... De quoi parle la chanson concrètement? Dans les paroles, il y a Jamila, Jamila, ne t'inquiète pas, tes enfants ne se tairont pas. Jamila, il y a Jamila, un jour viendra où ils te libéreront. Et vous dites à un moment donné, ils rôdent autour de toi comme des reptiles des années durant. Qui sont les reptiles? Les reptiles, c'est toutes les forces négatives et noires qui ont voulu mettre à terre l'Algérie depuis des décennies, commençant par les colonisations. Et puis, j'ai cité dans l'introduction, comme vous avez vu, 3 étapes. Donc, la post-indépendance, où il y a eu la confiscation de l'indépendance, puis la décennie noire et les 20 ans donc, du système qui continue à se maintenir aujourd'hui, un système totalitaire qui persiste et qui veut se régénérer à tout. Mais qui a face à lui donc ce mouvement de contestation décidé, pacifique. Et justement, je dis attention, Balagroune, c'est un personnage que j'imagine. Donc c'est Balagroune qui vient diviser pour mieux régner. Donc on a vu qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour diviser le peuple entre Amazirs et Arabes, entre femmes et hommes, aujourd'hui entre catholiques ou musulmans. Donc il y a eu beaucoup de cartes qui ont été jouées par le système pour diviser le peuple. Ceci dit, le peuple est beaucoup plus conscient que cela. Il continue à rester pacifique, uni et déterminé pour sa révolution et pour arriver à cette réelle transition. Voilà. Et Joussoul qui sera bientôt dans les bacs, ça veut dire les ponts. On va passer, chers invités, à vos coups de cœur respectifs. C'est notre séquence atmosphère. Et on va commencer avec vous, justement, Amel Zen. Vous avez choisi une petite séquence que l'on regarde.
Voilà, ce n'est pas le 31 octobre, le 31 décembre, je n'y arrive pas le 1er janvier, mais c'était le 17 octobre précisément. Oui, tout à fait. À Alger. À Alger, oui. Donc hier, là, il y a le double événement entre la commémoration. Donc il y a eu hier la commémoration des Algériens qu'on a noyés dans la Seine. Donc là, je rends hommage à toutes ces victimes-là. Et en même temps, donc, il y a eu en Algérie ce mouvement de soutien pour les détenus d'opinion. Donc cette tradition ancienne qui date de la guerre de libération nationale, où les femmes de la Casbah et un peu partout dans les villes algériennes tapaient dans leurs mortiers. Pour que les prisonniers entendent le soutien. J'ai des you-you aussi pour les soutenir. Donc hier, cette tradition a été ressuscitée en soutien et en solidarité aux détenus d'opinion. Et justement, de ce plateau, je demande leur libération inconditionnelle et imminente. Voilà pour ce message. En Sabri, vous avez choisi le romancier tunisien Béchir Kraïef, qui nous a quittés en 1983. Pourquoi ce choix, un romancier au fond qui parlait de manière assez directe et crue des maux de la société tunisienne? Oui, je revisite les classiques tunisiens parce que on les a étudiés à l'école, mais j'estime que j'étais trop jeune pour justement comprendre cette société tunisienne. Et je pense que nous sommes, tous les Tunisiens, nous sommes aujourd'hui dans la phase de la construction d'une nouvelle identité, ou peut-être d'une réconciliation avec nos identités diverses. Multiples et diverses, qu'il ne faudrait surtout pas d'ailleurs oublier, ni minimiser. Johanna Haddad, on est privatement désolé, En Sabri, beaucoup de cœur en tout cas. La série des livres Mon combat du romancier norvégien Karl Ove Knausgaard, on a 15 secondes, désolé. Ça y est, j'ai adoré ce livre parce que l'écrivain se décortique et moi je suis complètement en plein dans ça. Magnifiquement dit. Merci à toutes les trois et merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express.